au 20 juillet 2023 et ça a été vraiment l'occasion de mettre en exergue ou bien de faire le focus sur la représentativité des femmes dans les positions de pouvoir, c'est-à-dire dans les instances de prise de décision. Et en faisant ce focus-là, beaucoup se sont rendus compte que les femmes sont sous-représentées dans les positions de pouvoir dans le monde entier. De manière succincte, elles ne représentent que 24% des parlementaires et 12% des ministres en Afrique. Donc, ce manque en tant que tel de représentation a un impact négatif, que ce soit sur les politiques, mais aussi sur les décisions qui sont prises et qui ne favorisent nullement l'émergence des initiatives et des ambitions des femmes. Donc, raison pour laquelle ce webinaire qui est organisé aujourd'hui vise en tant que tel à explorer le rôle crucial des femmes dans la transformation des politiques et des décisions, mais aussi de mettre en évidence leur potentiel à révolutionner la gouvernance. Donc, c'est un webinaire qui crée en quelque sorte un cadre d'échange entre, je dirais, mentors, parce que nos chers panélistes qui sont là, je les appelle des mentors parce qu'en tant que telles, elles sont des femmes qui ont des responsabilités et qui aujourd'hui vont nous partager, que ce soit leur perception vis-à-vis de tout ce qui est présence des femmes dans les instances de prise de décision. Donc, peut-être pour continuer, nous allons aborder la première question. Donc, cette question est dédiée à Madame Chantal. Donc, Madame Chantal, nous voudrions bien savoir, selon vous, quel est le rôle des femmes dans la transformation des politiques et des décisions? Merci beaucoup. Je pense que vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. J'ai partagé mon écran. Je pense que vous pouvez voir. Oui, oui, on voit l'écran. Alors, merci beaucoup, Madame Fatou, pour votre première question. Je m'en vais rapidement dire que il y a une citation, un passage qui m'a beaucoup marqué et j'aimerais bien partager ce passage avec les participants. C'est un extrait de la conférence du Programme mondial sur la femme, tenue à Beijing en 1995. La promotion de la femme et l'égalité entre les femmes sont un aspect des droits de l'homme, c'est une condition de la justice sociale, c'est un objectif qui ne doit être considéré comme intéressant exclusivement les femmes. C'est le seul moyen de bâtir une société viable, juste et développée. Le renforcement du pouvoir d'action des femmes et l'égalité entre les sexes, excusez-moi, il y a une erreur, sont des préalables essentiels à la sécurité politique, sociale, économique, culturelle et écologique de tous les peuples. Donc, le mot phare ici, c'est dire que c'est pour bâtir une société juste et développée. C'est ainsi que je m'en vais répondre à votre première question en disant que le rôle de la femme dans la transformation de politique et décision est crucial, d'autant plus il est prédisposé à développer son leadership qui plus tard servira non seulement sa famille, mais également l'ensemble de la communauté. Elle saura faire la part des choses sur les normes sociales à transmettre. Elle se formera davantage et planifiera ses naissances, ce qui est une très bonne chose pour la nation ou les nations ou l'Afrique tout entière, pour sa mère santé et celle de tout. Elle sera autonome et gagnera des revenus qui lui permettront de s'épanouir et soutenir le développement communautaire. Madame Chantal, excusez-moi. Oui. Pouvez-vous un peu hausser votre voix? Je n'entends pas bien. Pouvez-vous un peu hausser votre voix? On ne vous entend pas très bien. Excusez-moi, j'avais pas... Là, vous m'entendez bien? Donc, j'étais en train de dire que le rôle de la femme est... Oui, c'est beaucoup mieux.
pour la transformation des politiques et des cultures. Il était en train de montrer que si la femme est impliquée politiquement et participe aux actions citoyennes, donc on doit avec ses idées pour le progrès social, et revendiquera mieux ses droits civils, sociaux et politiques, tout en s'acquittant de ses devoirs sans se faire prier. C'est-à-dire que la femme dans la communauté, elle a un rôle majeur à jouer, d'autant plus qu'elle influence positivement la marche de la nation. Et donc, elle doit être impliquée positivement, socialement et même culturellement, de manière à influencer les décisions au niveau les plus élevés. Donc, c'était ça la première partie des réponses que j'avais pour la question de Paul du pas la transformation des politiques et des décisions. Merci. Merci beaucoup, Madame Chantal. Merci d'être revenue sur le rôle important que les femmes jouent en tant que telles dans la transformation des politiques et des décisions. Ça serait bien de nous partager, si possible, le document, si possible, au niveau de la chatbox. Comme ça, on pourra suivre en même temps et le partager plus tard avec les autres. C'est bien noté, je le ferai à la fin. D'accord, pas de souci. Nous allons poursuivre cette session de discussion avec une autre question qui est cette fois-ci dédiée à Madame Aminata Sow. Et Madame Aminata Sow, nous voudrions bien savoir, selon vous, quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles s'engagent dans le processus décisionnel. Bonjour, chers panélistes. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Je suis très ravie de faire partie de ce webinaire. Allô? Allô, oui, nous vous entendons bien. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir aujourd'hui. S'il vous plaît, revenir sur la question. Oui, je disais, selon vous, quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées lorsque ces femmes-là, oui, lorsqu'elles s'engagent dans le processus décisionnel? Merci, madame. Moi, je pense que vous avez parlé d'enjeux ou les problèmes auxquels sont confrontées les femmes. Oui, donc je voudrais un peu partager l'expérience de mon pays qui est la Mauritanie. Je voudrais dire que les femmes, l'enjeu ou les problèmes auxquels sont confrontées les femmes en Mauritanie, par exemple, c'est un problème de la communauté, de la société. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que nous soyons, par exemple, nous représentons 52% de la population et que lors des répartitions ou des postes des décisions, nous nous retrouvons avec seulement 12%. Et ça, en soi, ça fait un problème car nous savons qu'en politique, les hommes ou la société ne permettaient pas à la femme. Nous sommes une société, un pays, une société un peu... nous sommes une république islamique, donc une société qui, quelque part, c'est pas parce qu'elle ne veut pas que les femmes ne soient pas à des postes de décision, mais pas à tous les postes. Et que quelque part aussi, les hommes n'acceptent pas, que les femmes n'acceptent pas de partager. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que les choses en matière de la politique, les choses doivent s'arracher. Les femmes doivent être s'associer, les femmes doivent être unies pour pouvoir accéder vraiment à des postes par leur lutte, par exemple, pour la promotion de la femme. Et nous constatons
Par exemple, sur les 27 membres du gouvernement que nous avons aujourd'hui, nous n'avons que 5 femmes au sein de ce gouvernement. Donc, nous ne représentons même pas 12%. Et ça, l'enjeu majeur, c'est que, un, les femmes ne sont pas unies, de deux, la société ou les hommes n'acceptent pas de partager avec les femmes. Donc, tant que les femmes ne sont pas unies, nous ne pourrons pas accéder vraiment à notre épanouissement réel dans les postes de décision. C'est important, Madame Aminata Sow. Par rapport, oui, allez-y. Par rapport aussi au poste électif, sur les 176 membres du Parlement, nous avons juste une représentation de 23% lors de ces élections par rapport même à l'année 2007. Nous venons de sortir des élections juste cette année. Donc, nous représentons juste 23% au Parlement, 34% dans les conseils communaux, 35% et 34% dans les conseils régionaux. Nous avons 0% dans la représentation comme maire. Nous n'avons pas de maire dans l'un de nos départements. Donc, ça, en soi, ça explique ce que je disais. Car les femmes, elles sont tenues par ce qu'on appelle la tribu chez nous, elles sont tenues par ce qu'on appelle la communauté. Donc, si chaque tribu devait tirer ses femmes derrière, les femmes ne pourront rien avoir. Il faut que les femmes sachent qu'elles doivent être unies pour un but commun. Donc, leur but est quoi? C'est la promotion de la femme. Et tant qu'elles ne seront pas unies, chaque communauté ou chaque tribu va passer par derrière et le choix sera sur les hommes. Car vous voyez, sur 176 parlementaires, nous avons juste un taux de 23%. Je ne sais pas, on n'a même pas atteint 20%. On n'a même pas 20 femmes ou 18 femmes, 19. Par rapport à l'année 2019, les élections de 2018, on avait à peine 19%. Donc, je sais qu'il y a une volonté politique affichée derrière par le gouvernement, mais je sens aussi que les femmes sont affaiblies par le poids de la communauté, la société. Donc, c'était ça les points de vue que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup, Madame Aminata Sow. Pouvez-vous également revenir sur le rôle des femmes dans la transformation des politiques et des décisions? Parce qu'il semblerait que pour les deux questions et toutes les questions à venir aussi, chaque panéliste doit se prononcer là-dessus. Donc, si vous pouvez bien revenir sur le rôle des femmes dans la transformation des politiques et des décisions, comme l'a si bien fait Madame Chantal Faïda, ça serait bien. Oui, donc je disais que le rôle de la femme dans la transformation de la gouvernance des politiques et des décisions est intimement lié à leur représentation la plus élevée des structures décisionnelles nationales et internationales. Or, cette dernière n'a pas connu d'évolution majeure. Dans les parlements nationaux, les femmes sont toujours minoritaires, comme on vient de le dire. Leur représentation est estimée à peine à 13% au niveau mondial. Et c'est bien que l'électorat de la plupart des pays soit majoritairement des femmes. Les programmes d'action adoptés au niveau des pays établis qu'il faut tenir compte lorsqu'on examine la vie des femmes du contexte social, économique et politique et l'y replacer dans les grands forums mondiaux, on ne cesse de réaffirmer que l'égalité des participations aux prises de décision n'est pas seulement une simple question de justice et de démocratie, et qu'on pouvait y avoir une autre condition nécessaire pour que les intérêts des femmes soient pris en considération. Sans une participation active des femmes et la prise en compte de leur point de vue à tous les niveaux de la prise de décision, les objectifs d'égalité, de développement et de paix sont impossibles à réaliser. Dans les discours, on affirme également que les femmes ont les mêmes droits que les hommes de participer à la gestion des affaires publiques et peuvent contribuer à redéfinir les priorités politiques, à inscrire dans les programmes politiques de nouvelles questions, à éclairer d'un jour nouveau les questions politiques générales. Ces programmes définissent deux objectifs stratégiques: assurer aux femmes l'égalité d'accès et la pleine participation aux structures du pouvoir et la prise de décision, et renforcer leur capacité, les capacités des femmes pour leur permettre de participer à la prise de décision et d'exercer des responsabilités. Les traités internationaux consacrent les principes de la participation égale des femmes et des hommes
dans les structures du pouvoir et de la prise de décision, notamment la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Sachant que la femme est un pilier central de la société, son absence dans les instances décisionnelles est un frein au développement. La femme dispose des qualités nécessaires pour être actrice politique, promotrice économique et leader d'opinion. Et à ce titre, elle a tous les atouts qu'il faut pour participer aux prises de décision. Effectivement, c'est important, c'est important. Merci. Nous demandons à chaque panéliste d'ouvrir sa caméra pour que l'on puisse en même temps enregistrer la session. Donc, c'est une session qui est enregistrée et ça serait vraiment bien que pour chaque panéliste, qu'on puisse vraiment voir son visage. Donc, c'est plus attrayant. Donc, c'est important. Et merci beaucoup, Madame Chantal Faïda, d'être revenue sur le rôle des femmes dans la transformation des décisions et des politiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, chaque panéliste doit pouvoir revenir sur certains points qu'on a jugé nécessaire d'aborder durant ce webinaire. Et Fatou, oui? J'ai un problème d'ouverture de la caméra. Et ce n'est pas fermé à votre niveau, non? Pour les panélistes? Non. Au niveau, comment dirais-je? Démarrer la caméra chez moi. Au niveau de, comment dirais-je, en bas, juste en bas, près du micro, il y a une icône. Une icône pour moi. J'ai un message, cette application n'a pas d'accès à votre caméra. Vous pouvez activer l'accès dans le maître de confidentialité. Attendez, je vais voir. Donc, c'était depuis votre, comment dire, depuis votre connexion de la première fois. Donc, vous deviez donner l'autorisation à l'application d'ouvrir votre caméra. Et donc, je vous reviens. D'accord. Merci. Oui. On n'entend pas Fatou. Fatou, ton micro est fermé. Ok, excusez-moi. Oui, je disais, il y a toujours la question du rôle des femmes dans la transformation des politiques et des décisions. Donc, c'est un point que je pense bien qui est très important et on aimerait bien entendre ou bien écouter les opinions de nos panélistes sur cette question-là. Donc, je demanderai à Madame Ella ou à moi de revenir sur cette question et de nous dire ses opinions par rapport à ça. Vous avez la parole, Madame Ella. Merci Fatou et rebonsoir à toutes les participantes et à tous les participants à ce webinaire. Le rôle vraiment des femmes dans les transformations des politiques et des décisions est un rôle central, comme l'ont si bien dit mes prédécessrices. Majoritairement dans nos pays, les femmes sont numériquement les plus nombreuses. Les femmes sont les vectrices de l'éducation, elles sont les vectrices du changement. C'est sur elles que reposent des rôles d'éducation, donc elles ont un rôle central à jouer dans la transformation des politiques et des décisions. Nous ne pouvons pas représenter plus de la moitié de la population et ne pas pouvoir influencer les règles qui régissent la vie communautaire. Nous sommes susceptibles, c'est les femmes qui pensent plus aux besoins des autres, elles ont des réflexes plus inclusifs, donc des politiques plus égalitaires, plus justes, peuvent être inspirées par les femmes. Vous savez, les femmes sont souvent les premières à subir les conséquences négatives de ces politiques et de ces décisions-là. Et nous sommes également les premiers à tirer parti. Si les politiques et des décisions sont positives, elles impactent la vie des femmes, des filles, des garçons, des familles. Donc, les femmes ont un rôle primordial. Le premier rôle qu'elles ont, c'est de faire entendre leur voix. On ne peut pas dire que nous voulons rester en marge des cercles de prise de décision et espérer des décisions
qui arrange nos communautés, qui nous arrange nous-mêmes. Nous ne pouvons pas espérer que d'autres vont mieux que nous-mêmes pouvoir prendre des décisions ou inspirer des politiques qui nous confortent et qui prennent en compte nos besoins intrinsèques, les besoins de nos communautés ou qui réduisent le confort patriarcal que nos sociétés ont attribué aux autres genres. Donc, c'est déjà de vouloir ce changement et d'être dans ces lieux de prise de décision et ne pas jouer des rôles de second plan dans les processus de prise de décision. Le deuxième rôle que les femmes ont à jouer, c'est de marquer leur présence et de ne pas s'invisibiliser soi-même en déléguant leur rôle et tout leur pouvoir à d'autres pour parler en leur nom, mais plutôt en étant là et en utilisant des mots et des langages qui marquent notre présence. Si nous nous invisibilisons par le langage en acceptant que le masculin générique soit utilisé dans tous les textes de loi et les décisions prises, nous n'existerons pas dans les faits. Nous avons par exemple pendant longtemps parlé des droits de l'homme et les hommes se sont crus attribuer tous les droits. Lorsque nous parlons des droits de la personne humaine, nous savons donc qu'il y a les femmes et qu'il y a les hommes à prendre en compte. La deuxième chose, c'est par la promotion donc de la paix et du développement. Les femmes ont un rôle important à jouer aujourd'hui dans la prévention de la paix et dans la prise de décisions qui favorisent le développement, en ce sens que seules des lois et des décisions inclusives qui respectent la personne humaine peuvent conduire au développement de nos sociétés et nous, en tant que femmes, nous devons être présente. Le troisième élément pour promouvoir vraiment du rôle que nous avons à jouer, c'est par la solidarité entre femmes, par la définition aussi des priorités des femmes dans une approche intersectionnelle. Si ce sont les femmes des villes qui sont plus proches des cercles de décision, qu'elles pensent à toutes les autres femmes, qu'elles pensent à toutes les femmes, à toutes les autres femmes et à toutes les filles. Nous, les femmes, ont un potentiel énorme pour transformer les politiques et les sociétés. Et en s'engageant donc dans la vie publique et en faisant entendre notre voix, nous pouvons apporter des changements positifs dans le monde. L'autre pilier, c'est bien évidemment l'éducation. L'éducation, la présence des femmes, la promotion de l'éducation, la promotion de la présence des femmes dans toutes les aires de décision par leur connaissance de ce qu'elles veulent elles-mêmes et de ce que ces décisions-là peuvent induire. La troisième chose, c'est justement la mobilisation. Il faut pouvoir se mobiliser, ne plus se taire pour subir, mais pouvoir dire, pouvoir montrer par des évidences que notre présence dans ces espaces de décision ont conduit à des politiques de développement et que notre absence a plutôt conduit à des catastrophes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et comme Chantal était revenue un peu sur les défis auxquels nous sommes confrontés, le premier défi auquel nous sommes confrontés en tant que femmes dans ces processus décisionnels, c'est bien évidemment le manque de représentation. Madame Aminata a donné l'exemple de la Mauritanie. À quelques similitudes près, c'est pareil dans tous nos pays. Si nous sommes sous-représentés, nous serons moins susceptibles d'être impliqués dans les processus décisionnels. Donc, déjà agir pour qu'il y ait une volonté politique qui favorise une discrimination positive en faveur des femmes dans ces espaces, dans ces processus, pour combler bien évidemment le retard que nous avons et pour tenir compte de tous ces fardeaux qui entravent notre marche et notre implication effective dans ces processus décisionnels. Nous ne devons pas être comme des marionnettes ou des jouets, mais jouer notre plein rôle. Le second qui nous limite, c'est bien évidemment, vous le savez, le plafond de verre, et il s'observe dans beaucoup de domaines. Ça nous empêche en tant que femmes d'atteindre les plus hautes sphères de pouvoir. Les préjugés sexistes, Chantal l'avait déjà dit. On est dans des contextes où on se dit, est-ce qu'en tant que femme, elle peut? On ne tient pas compte de nos capacités, de notre potentiel, mais déjà,
notre genre détermine, nous freine et on nous attribue beaucoup de préjugés. Nous-mêmes, en tant que femmes, déjà, quand on retrouve certaines femmes dans certains espaces politiques ou décisionnels, on dit quand est-ce qu'elle a fini de s'occuper du foyer? Est-ce que celle-là peut être une bonne femme au foyer? Non, ce n'est pas la place des femmes. Elles sont plutôt une mine d'or à exploiter. Elles ne doivent pas être là où elles sont. Et on ne doit pas occulter la charge mentale qui pèse sur les femmes et qui leur donne moins de temps, moins de potentiel pour participer à ces espaces décisionnels. Il y a aussi le manque de mentorat et de modèles. Les plus jeunes ont besoin d'apprendre des devancières, des pionnières, de ces femmes qui se sont battues pour être dans ces espaces-là. On a besoin de les faire connaître, de faire la lumière sur elles, de partager leurs histoires avec les plus jeunes générations pour qu'on puisse être motivés et oui, motivés à pouvoir nous engager aussi. Et un dernier facteur que j'allais évoquer, c'est le manque de ressources financières pour être présente, pour franchir les différentes étapes de tous ces processus, notamment politiques. Le progrès des femmes, donc, pour conclure, dans le processus décisionnel est important pour plusieurs raisons. Les femmes, d'abord, ont des perspectives uniques qui peuvent enrichir les processus décisionnels. Ensuite, la représentation des femmes dans le pouvoir peut aider à lutter efficacement contre la discrimination, contre l'inégalité. Et enfin, la participation des femmes au pouvoir va aider à coup sûr à créer un monde plus juste, plus équitable pour toutes et pour tous. Merci. Merci beaucoup, c'est important. Donc, nous rappelons aussi à chaque panéliste que nous sommes un peu pris par le temps et que nous devons vraiment essayer d'échanger sur 3 minutes sur les points essentiels qu'on aura à soulever. Donc, je m'en vais poser la 3e question qui s'accentue surtout sur la méthodologie ou bien l'approche que ces femmes-là doivent pouvoir utiliser pour faire entendre cette différence. Donc, cette question est posée en premier lieu à Madame Aminata Sow. Donc, Madame Aminata, vous avez la parole. Ça serait bien aussi d'ouvrir votre caméra si possible. Donc, Madame Aminata, quelles sont vraiment les méthodes ou bien les approches que ces femmes-là peuvent utiliser, donc tout en utilisant leur voix, en fait, pour faire entendre leurs différences, pour s'imposer dans ces instances de prise de décision-là. Merci, Madame Fatou. Là, j'ai un problème, j'arrive pas, j'ai quitté même le webinaire, je me suis réinscrite, mais j'arrive pas toujours à avoir la main sur la caméra. J'ai toujours un problème avec la caméra. Au niveau de l'icône vidéo, vous n'arrivez pas à activer ça? Dès que j'ouvre, il me donne un message, cette application n'a pas d'accès à votre caméra. D'accord, je vois. Je pense que c'est au niveau des autorisations depuis l'ouverture de la session. Mais bon, je pense que vous pouvez continuer. On va essayer de voir. Vous pouvez rappeler la question, s'il vous plaît? Oui, la question 3 s'accentue sur comment les femmes peuvent utiliser leur voix pour faire entendre leurs différences. Oui, je dirais que les femmes doivent, comme vient de dire, je vais commencer par où a terminé la sœur, les femmes doivent s'unir, les femmes doivent créer des panels. Je sais qu'au niveau il y a des panels des femmes, là où elles doivent faire entendre leur voix, elles doivent s'unir dans tous les pays. Ce que je vois, c'est qu'il y a un manque, comme elle a dit, d'éducation, il y a un manque de formation aussi sur les droits des femmes. Moi, je pense que nous avons accentué les choses sur la formation, mais nous avons aussi un volet qui s'appelle l'autonomisation des femmes. Quand on parle d'autonomisation des femmes, avant d'aller sur l'autonomisation politique ou sociale, nous allons travailler sur ce qu'on appelle l'autonomisation financière. Car si les femmes n'ont pas droit au financement, elles n'ont pas droit, elles n'ont pas les moyens, elles ne peuvent pas participer à des choses.
Je vois dans un exemple aujourd'hui, elle a parlé de formation. À quoi bon avoir des formations, revenir, s'asseoir à ne rien faire? Nous avons des sociétés très, comme je disais, dans certaines sociétés africaines, comme elle vient de dire, la femme, elle ne jouit pas de tous ses droits. Elle ne jouit pas de tous ses droits. Il y en a qui ont fait des études, des grandes études, qui sont revenus avec leur maîtrise, des doctorats et autres, qui sont là assises à ne rien faire. Nous voyons aussi les anciennes pionnières, comme elle est en train de dire, les anciennes ministres et autres, qui ont un peu failli à leur mission de formation, de pérenniser aussi l'action, car si les pionnières ont lutté pour que les femmes accèdent aujourd'hui à tenter à tel poste de décision ou à tel poste, il y a d'autres qui n'arrivent pas à le faire. D'autres, elles sont intéressées que par juste leur poste. Dès que la femme passe au poste le plus haut niveau pour elle aujourd'hui, c'est d'être ministre ou ambassadrice ou autre. Quand elle part, quand elle quitte ce poste, elle ne peut plus rien faire quoi que ce soit. Or, elle a des expériences et il y a d'autres femmes qui ont besoin de ces expériences. Nous avons besoin des formations, nous avons besoin d'aller dans des forums. Je pense qu'au niveau de l'ONU, il y a le groupe, la thématique gender. Et je pense que chaque année, il y a des conférences et que les femmes devaient vraiment faire entendre les voix des femmes comptent dans ces grands forums. Dans tous les forums qui se font dans le monde, les femmes doivent participer, créer aussi des groupes au sein des pays. Chaque groupe doit lutter contre les problèmes, la discrimination et les problèmes d'inégalité. Car des gens aujourd'hui qui représentent 52%, comme je disais, devaient aujourd'hui avoir dépassé ce qu'on appelle la parité. On devait être à 50-50. Mais dans nos pays, avec les politiques du gouvernement, nous n'arrivons pas à accéder à cela. C'est pourquoi, parce que nous ne sommes pas unis. Pourquoi? Parce qu'il y a la communauté derrière, il y a les tribus, il y a la communauté derrière qui a un choix. Et les critères de choix aussi, quelque part, dans certains pays, comme elle vient de dire, ne respectent pas les choix. Tu vois quelqu'un qui a plus de diplômes que quelqu'un et on prend celle qui n'a même pas de diplôme, on la fait passer. Donc tout ça, c'est parce qu'on prend les femmes qui ne peuvent pas, qui ne sont pas représentatives, qui ne peuvent pas représenter des femmes. Elles sont là juste pour juste leur nomination et non pour servir les femmes. Et ça, c'est ça qu'on doit combattre dans nos pays respectifs. Nous devons élire aujourd'hui des femmes capables, des femmes qui ont tout le bagage intellectuel pour pouvoir défendre les droits des femmes et non accepter que des figurantes dans tout ce qui se fait autour de nous. Les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, la bonne personne qu'il faut à la place qu'il faut. Effectivement. Et non des figurantes dans ce qui se fait dans les politiques. Merci. Merci beaucoup, Madame Aminata. Oui. Par notre gouvernement qui, pour la première fois dans l'histoire, qui a quand même aussi quelque part à accepter de mettre la femme qu'il faut, parce que dans la sous-région africaine et arabe, nous sommes le premier pays qui a fait accéder une femme, par exemple, au poste du ministère des Affaires étrangères. Et cette femme, c'est vraiment la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Et après, il y a eu 2 autres femmes qui ont accédé. Mais nous avons toujours un problème d'avoir le quota. On n'a pas besoin dans nos pays respectifs de signer des conventions sans pour autant les respecter. Nous avons parlé quelque part des OMD ou des ODD, les objectifs de développement durable qui avaient demandé à l'ORE de 2025, je pense que les femmes soient à un taux de 36. Pourquoi 36? Des gens qui dépassent 52%. Aujourd'hui, on ne doit pas parler de taux de 32 ou de 35 ou de 34 ou même 20 ou 23 ou 12. Nous devions être à la parité, 50% hommes, 50% femmes. Et je salue aussi les pays qui ont accepté quand même de respecter ces objectifs de développement durable. Mais je demande et j'exhorte toutes les sœurs des autres pays de s'aligner pour pouvoir s'aider pour pouvoir atteindre nos objectifs. Merci, merci beaucoup, Madame Aminata. Donc, il y a pas mal de réactions aussi au niveau de la messagerie. Comme exemple, nous avons la réaction de Samy qui dit que les efforts doivent être consentis pour inverser la tendance. C'est important. Donc, il a donné un exemple d'un cas d'espèce de la RDC, donc où venait de se clôturer le dépôt des candidatures aux élections législatives nationales dans la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Donc, selon les premières données recueillies auprès des responsables de la CENI, ils ont enregistré 13% des candidatures des femmes sur 87% pour les hommes. Donc, c'est énorme. Je me dis que c'est énorme. Si je dois prendre ici l'exemple du Sénégal, on parle très souvent de la parité. Je pense que c'est valable même au niveau de la sous-région en Afrique. Mais on ne voit pas très souvent la représentativité des femmes dans ces instances-là. Il y a une sous-représentativité énorme même, je dirais, parce que le taux ou bien le pourcentage d'hommes est vraiment énorme comparément au pourcentage de femmes présents dans ces instances-là. Donc, il serait bien, comme l'a si bien dit Samy, de consentir à des efforts vraiment concrets qu'on pourrait mettre en place pour essayer de renverser ces tendances-là. Et merci beaucoup pour vos diverses réactions au niveau du chatbox. Je pense bien qu'on aura l'occasion de revenir sur les points que vous avez eu à souligner. Donc, je m'en vais aussi auprès de Madame Chantal Faïda. Donc, Madame Chantal, je vous repose la même question. Donc, pour vous, comment les femmes peuvent-elles utiliser leur voix pour faire entendre leurs différences? Merci beaucoup, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Les contributions de mes consoeurs, mais je voulais quand même revenir sur la question de représentation politique des femmes en RDC. Je voulais quand même donner un aperçu du fait que la représentativité des femmes en RDC, très rapidement. C'est-à-dire qu'on a 8% des mandataires dans les entreprises publiques, nous avons 12% des femmes dans l'administration publique, donc des femmes secrétaires générales, 10% dans les services d'insécurité, 27% au gouvernement, soit 15 femmes sur 56 membres, et 12% à l'Assemblée nationale, soit 4 femmes sur 5 sont députés, 21% de Sénat, 11% des femmes alliées aux législatives. Là, c'est un pays. Cette année 2023, il se prépare d'autres expériences. Cependant, le pourcentage de femmes est très élevé. En ce qui concerne les écrits, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au non-respect des textes de notre pays principal. La radio démocratique du Congo a une loi sur la parité. Excusez-moi, Madame Chantal, pouvez-vous un peu hausser la voix? Il y a des échos derrière, on n'arrive pas carrément à entendre ce que vous dites. Oh là là. Ou bien essayez de vous approcher plus du micro. J'ai vraiment écouté jusqu'à la fin. J'étais en train de dire qu'au niveau des obstacles, là, il y a le non-respect des textes de loi. Nous avons une loi sur la parité, par exemple la RDC, c'est vraiment cette loi n'est pas mise en application en dessous des plaidoyers et lobbying organisés par les femmes et les filles en RDC. Mais pour tout ce que les autres collègues ont dit, je pense que je fais mienne leur son. En ce qui concerne votre question, vous avez dit quels sont les avantages pour la société lorsque les femmes sont impliquées. C'est bien ça la question? Oui, la question est à savoir ou bien comment, autant pour moi, ces femmes peuvent utiliser leur voix pour faire entendre leurs différences. Pour faire entendre leurs différences, d'accord. Alors, moi, je pense que d'un point de vue technique, on devrait pouvoir, ce qui est un avis concret par rapport à Madame Aminata, mais pour le système de quotas. Pour moi, je pense que nos sociétés africaines demeurent encore conservatrices et donc on a besoin de mesures temporaires pour pouvoir combler les déséquilibres historiques d'une sous-représentativité des femmes. Donc, moi, je suis pour le quota temporaire de 30% des femmes, en attendant qu'on puisse arriver à une société qui comprend que l'égalité n'est pas une chose impossible à faire. La deuxième proposition, c'est la prise de conscience que le monde se développera avec l'apport de deux sexes dans tous les domaines sociaux. L'autre proposition, c'est de casser l'idéologie infériorisante de la femme et promouvoir les succès des errances familiales que la femme bénéficie. Parce que beaucoup d'adages disent que
c'est la femme qui maintient les valeurs sociétales. Mais au niveau de pouvoir, on ne fait pas la promotion des succès collectifs qui est reconnue aux femmes. L'autre fait, c'est aux femmes de travailler sur la réforme des normes sociales, de promouvoir l'éducation civique et de s'impliquer massivement dans la vulgarisation et l'application des textes élevés, que ce soit des textes régionaux, nationaux et même internationaux. L'autre proposition, c'est déjà dit par mes consoeurs, c'est le travail en réseau, en synergie avec d'autres réseaux des femmes pour pouvoir partager les expériences et faire la promotion de modèles féminins. Et chaque femme qui a besoin d'être leader, d'avoir de coachs ou des mentors qui auront la capacité et la préparer à accéder à des postes dans le système. Merci. Je pense que là, vous m'entendez quand même. Oui, bon, c'est mieux par rapport, Oui. à tout à l'heure. Mais merci beaucoup. Merci à Madame Chantal d'être revenue sur ces points importants. Et je pense bien que vous avez souligné pas mal d'approches que nous pouvons mettre en œuvre en tant que femmes pour amplifier non seulement notre voix, mais aussi pour vraiment nous imposer dans les instances de prise de décision. Et on peut changer la donne pour renverser la tendance, comme on l'a si bien souligné tout à l'heure. Donc c'est une même question aussi est posée à notre directrice, Madame Ella Ouama. Toujours, pour vous, comment les femmes peuvent-elles utiliser leur voix pour faire entendre leurs différences? Merci, merci. Je crois que on va arrêter le partage d'écran de Chantal. Et en plus de tout ce que Chantal vient de dire, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, les espaces de pouvoir restent maîtrisés majoritairement ou dominés par les hommes. Donc, nous pouvons déjà promouvoir la masculinité positive, qui va jouer un rôle essentiel vraiment dans la promotion de l'égalité des sexes et dans la création d'un environnement où la voix des femmes peut être entendue et valorisée en déconstruisant les stéréotypes de genre qui les freinent dans leur participation, en faisant de ces hommes-là des alliés et non des adversaires, donc des alliés pour l'égalité des sexes et en établissant des modèles de rôle positifs joués par des hommes dans la promotion de l'émergence d'un leadership féminin. Les femmes peuvent aussi utiliser les espaces de plaidoyer et les médias sociaux. Aujourd'hui, on a la faveur des médias sociaux pour partager leurs idées, partager leurs challenges, partager leurs expériences et surtout bâtir des réseaux de soutien pour développer la participation des femmes dans les espaces décisionnels. Les femmes peuvent aussi utiliser leur voix, surtout pour influencer les décideurs et surtout pour agir sur l'éducation des jeunes générations. Je voudrais nous rappeler que si la Première Guerre mondiale a pu prendre fin, c'était grâce à la mobilisation des femmes, parce que chacune sait comment elle maîtrise un homme au moins à la maison, qu'il soit son mari ou son frère ou son père. On a un contact et on peut influencer individuellement et collectivement ces hommes-là. Donc, je fais bien tout ce que les autres ont dit et surtout, il faut faire de l'activisme. Les espaces de pouvoir, ce n'est pas un gâteau qu'on viendra nous partager, mais nous devons nous mobiliser nous-mêmes pour faire entendre notre voix, ne pas avoir peur, pouvoir franchir les barrières, pouvoir briser les mythes qui tournent autour de notre participation au processus décisionnel, au processus politique et pouvoir faire entendre notre voix. Ce n'est pas de la charité, mais c'est par de l'activisme, par du militantisme qu'on pourra utiliser nos voix pour faire vraiment la différence dans les processus décisionnels. Merci. Merci beaucoup, Madame Eda.
pense que sous ce siège même, il y a eu des réactions, toujours sur le chat box. Par exemple, Moussa Salifou a bien apprécié votre suggestion de tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne la promotion et la publication des femmes modèles du passé et du présent pour les jeunes. Donc, toujours, nous avons la question du mentorship, du coaching en tant que tel, qui doit pouvoir être pris comme je dirais, comme une approche pour pouvoir booster le leadership de la jeune génération afin de leur permettre vraiment de s'imposer, d'amplifier leur voix pour oser s'asseoir à la table des décideurs et elles aussi prendre des décisions qui concernent non seulement leur vie, mais aussi qui concernent la vie de leur père en tant que femme, mais aussi de leur pays ou bien de leur communauté. Donc, je pense que c'est important. Nous allons essayer de continuer cette session de discussion très enrichissante parce qu'il y a eu pas mal de points qui ont été soulevés depuis tout à l'heure et qui tournent autour vraiment du leadership féminin, du leadership que doit incarner la femme pour vraiment être à la place qu'il faut. Donc, comme l'a si bien souligné Madame Aminata, donc toujours dans la logique des échanges, nous arrivons à la quatrième question. Donc, cette quatrième question va aborder carrément les avantages pour la société lorsque les femmes sont impliquées dans le processus décisionnel. Donc, je vais poser cette question en premier lieu à Madame Chantal. Madame Chantal, pour vous, quels sont les avantages pour la société lorsque les femmes sont impliquées dans le processus décisionnel? Merci beaucoup, Madame Fatih. Je vais devoir partager mon écran. Oui, c'est bon, nous voyons bien votre présentation. Oui, la première des choses, c'est qu'on a une participation politique diversifiée, c'est-à-dire qu'on a une touche différente des gouvernances. Et donc, si on peut dire que les hommes s'intéressent beaucoup plus de questions techniques, des recherches scientifiques, des défenses, sécurité, les femmes ont ce côté social, elles vont s'investir dans les domaines de l'investissement, la production, l'eau, l'intérêt. Ils sont aussi des questions de développement durable. Donc, les progrès seraient possibles. La deuxième des choses, c'est que quand on s'implique en politique, on travaille. Et donc, chaque être humain a besoin d'un épanouissement individuel. Et quand il accède à un travail de sa passion, c'est une plus-value pour la société. Donc, la personne, elle se donne avec passion, avec cœur, et il donnera les résultats satisfaisants. La troisième des choses, c'est qu'on aura une nouvelle forme de gouvernance. Donc, la participation de la femme sera un gage de progrès parce que la femme pourra participer avec des nouvelles innovations. Si par les personnes étaient habituées à voir des mots de gouvernance, par exemple, stratégie, avec les femmes, on verra des nouveautés en termes de forte façon démocratique où les décisions ne se prendront pas seulement au niveau des instances politiques, mais il y aurait une participation de la population dans les actions politiques avec la vague de démocratie qui caractérise le public de la femme. Merci. On ne vous entend pas, votre micro est coupé. Ah oui, excusez-moi. Oui, je disais merci Madame Chantal d'avoir abordé ces aspects importants qui touchent carrément les avantages qu'a en réalité le fait que la femme soit au niveau ou bien au centre des instances de prise de décision, qu'elle occupe des postes vraiment stratégiques. Et vous êtes revenu carrément sur l'incarnation du leadership qui peut avoir un impact positif
dans ces instances-là. Donc, le fait que la femme puisse incarner certains postes ou bien puisse occuper certains postes de responsabilité peut changer en quelque sorte la donne dans certaines instances, peut amener au progrès, à certains progrès, peut amener carrément au développement de manière continuelle. Donc, je repose cette même question à Madame Aminata. Donc, Madame Aminata Sow, selon vous, quels sont les avantages pour la société lorsque les femmes sont impliquées dans le processus décisionnel? Madame Sow, vous m'entendez? Allô, Fatou? Oui. Oui, oui, il y a beaucoup d'avantages. Ce que nous avons constaté d'abord, c'est par rapport à la gouvernance. À chaque fois que les femmes sont au poste de décision et autres, il y a d'abord tous les problèmes de mal-gouvernance n'ont pas été constatés avec les femmes. Donc, seule la femme, quand elle est à un poste, on constate qu'il y a une bonne gestion et une bonne gouvernance dans ces établissements. Mais quand je reviens à la communauté ou la société, qui est la plus petite cellule de la famille, qui est la plus petite cellule de la communauté, nous savons que s'il y a des femmes qui sont à des bons postes, cela contribue beaucoup à l'épanouissement de la famille, mais aussi de la communauté, parce que les femmes, quand elles sont dans certains postes, elles s'occupent de tout, et c'est à travers tout ce que font les femmes que nous pouvons parler aujourd'hui dans nos communautés. Elles participent au développement. Elles participent au développement de la communauté, mais aussi au gouvernement, parce que c'est à travers leur participation que nous sentons qu'il y a de grands écarts. Et que, par exemple, le contraire, dans certaines communautés, nous constatons là où sévit la pauvreté, les maladies, les problèmes. Donc, je sais que nous avons beaucoup axé sur l'éducation, mais par rapport aussi à l'autonomisation, les gens doivent axer sur ce qu'on appelle la santé. Parce que nous savons que la santé aussi est l'un des piliers de l'autonomisation et qui contribue un peu à aider les femmes à leur leadership. Parce que nous avons constaté aussi que les femmes, elles sont vulnérables. Pourquoi? Parce que dans certaines communautés, vous savez, les grossesses, la maladie, la grossesse, c'est un frein au développement des femmes. Et nous savons que les enfants, quand il n'y a pas d'espacement de naissance et autres, tout ça, c'est les volets de la santé. Donc, il faut vraiment que par rapport à l'autonomisation, que les gens axent sur cela pour que les femmes puissent vraiment être utiles dans la bonne gouvernance. Et pour juste ne pas trop m'étaler, c'est dire que les femmes, en tout cas nous, ce qu'on a constaté en Mauritanie, par rapport au développement, le point positif que nous avons constaté, c'est que toutes les femmes qui ont été à des postes de décision, nous n'avons pas constaté de problème de mal-gestion dans leur département ni quoi. Donc ça, c'est déjà un point positif. Et nous demandons à toutes les femmes d'aller sur ce même élan, quoi. Ça nous honore, parce que nous avons vu que les hommes, à chaque fois qu'ils sont dans des postes, c'est pas que nous considérons les hommes comme nos adversaires, ce sont nos partenaires, ce sont aussi nos partenaires, comme l'a dit Madame Ella, qui disait que nous devons considérer l'homme comme un partenaire et non un adversaire, et que chacun d'entre nous est complémentaire à l'autre, et c'est comme ça que nous pouvons atteindre nos objectifs. Mais aussi, nous savons que là où une femme a été, ça a fait une grande différence par rapport aux hommes qui étaient dans certains postes. Donc, merci beaucoup, Madame Aminata Sow. Et ce point est vraiment important parce que ça me donne même l'occasion de revenir sur une réaction que Madame Brigitte a eu à faire au niveau du chatbox. Et elle a dit que nous devons, en tant que femmes, redoubler d'efforts afin de saisir les opportunités de discrimination positive, donc dans ces instances-là, pour montrer des évidences et montrer en réalité que nous sommes capables. Montrer que nous sommes capables d'être dans ces places-là
et que nous méritons d'être dans ces instances. Donc, l'objectif ici va être de continuer cette dynamique de bonne gouvernance dans les postes que nous occupons, mais aussi de vraiment montrer ce leadership-là qui inspire à la génération d'aujourd'hui, mais aussi à la génération à venir. Donc, merci vraiment d'être revenu sur cet aspect important qui est vraiment l'impact des femmes, que ce soit dans le domaine de la bonne gouvernance, mais aussi dans les autres aspects de la vie quotidienne. Donc, Madame Ella Ouama, donc on vous Merci. pose aussi la même question. Merci Sur beaucoup. les avantages carrément qu'ont en réalité ou bien qu'à la présence de la femme carrément dans les instances de prise de décision ou bien dans le processus décisionnel. Merci beaucoup. À la suite de Mme Aminata et de Mme Chantal, je voudrais dire que les avantages pour notre société d'avoir des femmes impliquées dans la prise de décision sont énormes. N'oublions pas que il est question de développement. C'est vraiment un enjeu de paix et de développement. Lorsque les femmes sont impliquées dans les processus décisionnels, on constate que les décisions sont plus équitables et plus inclusives parce que les femmes sont susceptibles de se préoccuper du bien-être des autres, des questions d'éducation et de santé. Les décisions sont plus efficaces parce que les femmes sont plus aptes à résoudre les conflits, à construire surtout des consensus. Elles sont également susceptibles d'être centrées sur les solutions et centrées sur les résultats. Les décisions sont plus durables parce que les femmes prennent en compte les impacts à long terme de leurs décisions. Elles sont susceptibles de se préoccuper, par exemple, de la protection de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique. Les décisions sont plus démocratiques parce que la participation des femmes au processus décisionnel contribue à créer une société plus démocratique, plus inclusive. Parce que, comme nous l'avons dit au départ, les femmes constituent plus de la moitié de la population. Donc, elles ont le droit de participer aux décisions qui affectent leur vie pour que ce soit équitable et que ce soit juste. Les décisions prises aussi en tenant compte des besoins spécifiques des femmes mettent en évidence des questions qui sont susceptibles d'être négligées ou ignorées lorsque ces femmes n'ont pas participé à ces processus. Aussi, lorsque les femmes sont impliquées, les décisions améliorent la performance économique. En 2019, l'Organisation internationale du travail avait mené une étude sur près de 13 000 entreprises dans 70 pays. Et les résultats ont montré que les entreprises ayant des femmes à des postes de direction ont tendance à être plus rentables, plus compétitives et plus performantes. Il y a aussi le fait que les décisions prises lorsque les femmes sont impliquées sont plus pacifiques parce que les femmes aiment promouvoir la paix et la coopération entre les différents groupes sociaux. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a eu une étude de l'Organisation des Nations Unies qui avait été menée en 2012 et qui a examiné 31 processus de négociation de paix sur près de 20 ans. Et on a constaté que lorsque les femmes étaient présentes ou impliquées dans ces processus, les accords de paix conclus étaient plus durables et plus susceptibles d'être respectés. Il y a aussi une autre étude qui a été menée en 2015 qui a révélé que les femmes sont plus aptes à s'engager dans des mouvements sociaux non violents pour promouvoir le changement et pour résoudre les conflits. Donc, il y a tellement de bénéfices à ce que les femmes soient impliquées dans les processus décisionnels à tous les niveaux et surtout que les décisions politiques qui sont prises soient prises avec la participation des femmes afin de mieux impacter positivement nos communautés et nos sociétés. Merci. Merci beaucoup, Madame Ella, de nous avoir partagé vos perceptions vis-à-vis des avantages pour la société lorsque les femmes sont impliquées dans le processus décisionnel.
Donc, nous pouvons, je pense bien, attaquer la 5e question qui s'accentue carrément sur les efforts qu'on doit pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir encourager plus de femmes à s'impliquer dans la gouvernance. Juste, je vais essayer personnellement de m'accentuer sur cette question parce que si on prend l'exemple ici au Sénégal, je suis membre d'une alliance qu'on appelle l'Alliance des organisations de jeunes du Sénégal pour les droits des filles. Et avec l'Alliance, nous avons comme principale mission carrément de faire prendre en compte que ce soit les droits des filles, mais aussi carrément leurs besoins et autres. Donc, de faire prendre en compte leurs besoins auprès des décideurs, c'est-à-dire auprès des maires, des députés et autres, mais aussi d'insister sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. Et quand je parle des jeunes, c'est surtout des filles ou bien des jeunes femmes. Parce que ici au Sénégal, si je ne me trompe pas, le plus jeune député ou bien même le plus jeune maire a 30 ans, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'il y a des Sénégalais ici. Et la femme aussi qui est la plus jeune députée au Sénégal doit avoir environ 30 ans. Donc, juste pour dire que malgré les efforts que les organisations de jeunes sont en train de faire, il y a beaucoup d'autres efforts à faire. Nous avons du pain, en fait, sur la planche. Parce qu'avec l'Alliance, comme je le disais tantôt, nous essayons vraiment de mettre en place des stratégies, que ce soit des sensibilisations, une intense communication, des plaidoyers, que ce soit sur le terrain, mais aussi en ligne, pour pouvoir vraiment encourager les femmes à oser s'asseoir aux tables des décideurs, à faire entendre leur voix, à ne plus rester carrément dans des postes, je dirais, dans des postes qui leur étaient dédiés il y a quelques années, mais d'oser vraiment atteindre ou bien d'oser se fixer comme objectif d'arriver au sommet, c'est-à-dire, pourquoi pas être présidente de la République ou bien être première ministre et autres. Parce que rares sont les gouvernements, ici surtout en Afrique de l'Ouest, où les femmes occupent des postes vraiment stratégiques au niveau du pouvoir exécutif, au niveau du pouvoir législatif et autres. Donc, il serait vraiment bien, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, et je pense que c'est vraiment l'utilité de la question 5, c'est-à-dire de voir comment pouvons-nous encourager les femmes à vraiment embrasser carrément le processus décisionnel, à s'imposer dans les organes décisionnels. Donc, en tant que des décideurs, mais aussi en tant que celles qui vont initier le changement, celles qui vont essayer de changer la donne. Donc, peut-être que je vais poser en premier lieu la question à Madame Aminata Sow. Donc, Madame Aminata Sow, comment pouvons-nous encourager plus de femmes à s'impliquer dans la gouvernance? Tout à l'heure, vous parliez de la gouvernance, mais surtout de la bonne gouvernance. Donc, comment vraiment encourager les femmes sur cet aspect? Énumérer que nous devons faire des groupes de plaidoyer au sein de nos pays respectifs. Moi, je sais que l'exemple de la Mauritanie n'a pas été très, comme on dit, on n'a pas eu gain de cause, mais nous avons quand même fait des enjambées en politique par rapport à ça. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Je dirais que, par exemple, politiquement, notre groupe de plaidoyer avait demandé une liste de 20 femmes, une liste uniquement que de 20 femmes, qu'on appelle une liste nationale. Donc, c'est une liste qui devait faire un plaidoyer au niveau de nos 15 régions, au niveau national, pour avoir ces 20 femmes, qui n'a rien à voir avec les listes proportionnelles. Et cette année, nous remercions aussi la vision politique du gouvernement qui a octroyé une liste de 11 jeunes au niveau national, donc des jeunes juste de 18 à 35 ans, dont l'âge ne devait pas dépasser 35 ans. Donc ça, c'est un acquis, mais j'ai dit que ça ne suffit pas.
Vous m'entendez, Fatou? Allô? Oui, Vous on m'entendez? vous entend Oui, très on bien. vous entend bien. Pour le plaidoyer, les gens devaient vraiment accentuer les groupes de plaidoyer, demander l'insertion des jeunes et des femmes au niveau politique, à un haut niveau, et vraiment travailler sur ça. Mais le problème qui se pose, je pense que ce n'est pas un problème de gouvernement. Je pense aussi que c'est un problème de femmes. Tantôt, on avait parlé d'union, que les gens devaient s'unir. Des gens qui représentent 52% d'une population pouvaient à eux seuls forcer, je dirais, forcer la main pour avoir cette liste de 20. Mais si je vous dis que dans cette liste de 20, nous, en Mauritanie, nous n'avons pu avoir que 7 femmes, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est un problème des femmes. Tant que les femmes acceptent d'être manipulées par les hommes, tant que les femmes acceptent d'être derrière les communautés où on appelle les tribus, communément chez nous en Afrique, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pourrons avancer que quand nous avons un cadre commun qui s'appelle un cadre de plaidoyer uniquement que pour les femmes. Mais quelle femme? La femme qu'il faut à la place qu'il faut travailler sur cette liste, ces listes uniquement que des femmes, mais aussi des listes des proportionnels, là où nous devons avoir des places des proportionnels, comme vous avez parlé. Là où, par exemple, dans certains cercles, nous pouvons avoir en première position une femme, en quatrième position une femme, en sixième position une femme et vice-versa, nous devons travailler sur ça. Nous ne pouvons pas continuer à être que des figurantes. Et c'est ça le problème. C'est là le problème. Par rapport à la décision, moi, je pense que c'est le gouvernement qui nomme, mais nous pouvons aussi oser de demander. Il n'y a pas d'impossible. Il n'y a rien qui est impossible. L'impossible aujourd'hui, c'est un problème de manque d'éducation, de manque de formation. Mais si les gens ont les mêmes diplômes aujourd'hui, nous pouvons aspirer au poste. Par exemple, vous avez donné l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, vous aviez une femme qui était Premier ministre. Et cette femme, elle a fait de son mieux. Et je ne pense pas qu'il y a eu des erreurs dans son travail. Donc, dans d'autres pays, nous avons des ministres des Affaires étrangères, dans d'autres, mais être dans un gouvernement de 27 ne représenter que 5 personnes, ça, je trouve que c'est impossible. Et tant que les femmes n'ont pas, nos voix ne comptent pas, elles ne peuvent pas compter parce que nous ne sommes pas unis. Nous devons être unis, avoir des groupes de plaidoyer au sein de la jeunesse et des femmes pour pouvoir demander notre droit. Car les droits en politique, elles ne se donnent pas. Les choses s'arrachent, comme je le disais. Merci. Fatou? Fatou? Oui, excusez-moi, je pensais avoir allumé mon micro. Ah, il était fermé. Merci beaucoup. Et ta caméra aussi. Oui, excusez-moi. Oui, je disais merci beaucoup à Madame Aminata Sow d'être revenue sur ces points importants. Donc, nous invitons aussi les participants vraiment à poser d'ores et déjà leurs questions au niveau du chat box, comme ça, que ce soit des questions ou bien des contributions, comme ça, nos chers panélistes vont essayer de répondre à vos préoccupations et vraiment d'apporter plus d'éclaircissement au point que vous aurez à souligner. Donc, je vais reposer la même question à Madame Ella Ouama, autant pour moi. Madame Ella, merci. pour vous, comment pouvons-nous encourager plus de femmes à s'impliquer dans la gouvernance? Merci Fatou. À la suite de ce que Madame Aminata a dit, je vais dire d'abord, il faut établir des modèles de rôle. Donc, mettre en valeur les femmes leaders inspirantes en tant que modèle pour encourager d'autres femmes et à poursuivre des carrières dans la gouvernance. Il faut développer le mentorat, le parrainage entre femmes et la sororité. Comme elle l'a dit, je pense que les hommes ont réussi à nous diviser en nous opposant alors que nous sommes numériquement les plus nombreuses et que toutes les évidences montrent que notre apport est positif lorsque nous sommes dans ces espaces. Il faut surtout renforcer aussi les compétences des femmes,
tant au niveau local qu'au niveau national, en leur offrant des espaces où on renforce leur leadership, on leur apprend la prise de parole, on leur apprend le militantisme politique. Il faut amener susciter l'engagement des hommes pour déconstruire beaucoup de préjugés qui pèsent sur les femmes qui osent aller dans les milieux politiques. Il y a ce préjugé qui a la peau dure et qui fait penser qu'il y a une incompatibilité ou que ce n'est pas conciliable de mener une vie politique, une vie professionnelle et avoir une vie familiale équilibrée en tant que femme. Il y a des préjugés qui font penser que des femmes dans des espaces politiques ne sont pas en griffe des bonnes femmes pour la société africaine. Donc, autant de préjugés qu'il faut déconstruire. Il faut rendre moins machistes les espaces de prise de décision. Les processus politiques ou pour accéder à des postes décisionnels ne sont pas des chapelles d'enfants de cœur. On sait que c'est des espaces qui ne sont vraiment pas, je dirais, sécurisés pour les femmes. Il faut aussi susciter et encourager, soutenir la candidature des femmes. On a remarqué que lorsqu'une femme est en lice pour un poste avec un homme, on ne la juge pas par rapport à son potentiel ou à ses capacités, mais on va s'en prendre à sa vie privée, on va exposer sa vie privée sur les médias sociaux pour la détruire. Donc, on doit assainir ce milieu et après tout, c'est aussi une décision politique. Il faut que nous puissions influencer pour que des décisions politiques de quotas effectifs soient mises en place et qu'on puisse travailler en tant que femmes pour que les femmes qui vont dans ces processus aient de l'impact. C'est déjà un pas d'avoir des lois qui fixent des quotas. C'est déjà un pas d'avoir des femmes dans ces espaces. Maintenant, il faut travailler à les rendre non figurantes, mais plutôt efficaces et pouvoir encourager d'autres pour que dans les années à venir, dans les processus à venir, les espaces de prise de décision soient les espaces confortables où les femmes seront. Et il faut qu'en tant que femme, lorsqu'on n'est pas invité dans ces espaces, on puisse tirer la chaise et aller s'y asseoir et non attendre toujours d'être invité dans ces espaces-là. Voilà. Si la combinaison donc de ces différentes stratégies et si on travaille ensemble avec les hommes, nous pourrons vraiment promouvoir un environnement propice à une plus grande participation des femmes dans la gouvernance, ce qui va contribuer à une prise de décision plus équilibrée, plus inclusive, plus représentative de l'ensemble de la population. Merci. Absolument, absolument. Donc, je pense qu'il y a pas mal de mains qui sont levées, mais permettez-moi juste de revenir sur les réactions au niveau du chat box. Il y a la réaction de Marie Jatz Akambi qui a dit que la place de la promotion des questions des masculinités positives dans ces rôles définis à l'homme mérite d'être enseignée et intégrée dans le curricula scolaire. Absolument. Donc, effectivement, comme l'a mis en relief Madame Ella Carlin, donc Vez Pinzi, président national du RHEG, RDC, donc République démocratique du Congo, travailler sur l'implication des hommes à catalyser l'implication vraie et véritable des femmes aux activités politiques. C'est important. Il y a aussi une autre intervenante du nom de Oumou Mbaye, que je salue au passage. C'est ma mentor. Donc, Oumou a tout d'abord remercié donc, les chers panélistes pour vos belles contributions. Donc, elle a dit que quand la femme est au poste de décision, naturellement, elle a une perspective sociale, un regard plus humain en prenant en compte les besoins des hommes, des femmes, des filles et des garçons. Donc, il y a ce côté mère de famille, sœur, épouse, qui pèse sur la balance en quelque sorte. Donc, la femme est en elle source de développement. Donc, l'essentiel de l'économie non formelle repose sur la femme. Là, je pense que c'est un avantage ou bien des avantages que Oumou Mbaye a souligné sur vraiment le rôle de la femme ou bien sur l'impact qu'a le fait qu'une femme soit vraiment présente dans un processus ou bien dans
dans un organe décisionnel. Donc, elle a soulevé aussi un dernier point qui revient sur la question de la sororité, autant pour moi, féminine. Et donc, elle a dit qu'il nous faut des femmes, qu'il nous faut des femmes pour soutenir et nous faire confiance. Donc, il faut, en tant que femme, autant pour moi, nous faire confiance, donc faire confiance en nos capacités et vraiment essayer de changer les choses partant de là. Il y a aussi une autre réaction de Pauline Kenmonin Machim. Donc, elle a dit que pour une meilleure égalité, il faut commencer par expliquer l'égalité dont il s'agit. C'est très important, je pense. Donc, il n'est pas une égalité de force, il n'est pas question d'une égalité de force, mais de droit. Il ne s'agit pas de lutter contre les hommes, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, mais contre le système patriarcal qui est là, qui est sur place, donc qui est fortement ancré dans nos mœurs, c'est-à-dire dans nos cultures, dans nos traditions. Donc, à chaque niveau de vie, il faut lever les obstacles qui peuvent empêcher les filles d'accéder aux espaces. Donc, essayer aussi d'identifier le problème et apporter des solutions selon les contextes. Donc, Ouda Sabi aussi, Yaba, a souligné qu'il faut continuer dans l'innovation et avec conviction à la déconstruction des barrières culturelles qui ne favorisent pas la promotion de la femme. Et je pense bien qu'il veut souligner carrément le système patriarcal dont on sous-entendait tout à l'heure. Donc, on va essayer de prendre une contribution ou bien une question orale. Il y a depuis tout à l'heure M. Sekoutou Mohamed qui levait la main. Donc, M. Sekoutou Mohamed, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Je peux intervenir sur ce point, Fatou? Vous avez un dernier mot? Oui, allez-y, Madame Chantal, en attendant. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui. On fait comment? Vous m'entendez, mesdames? Oui, c'est Oui, donc, oui. c'est Madame Sektou. Madame Sekoutou, excusez-moi. Oui, Madame oui, Sekoutou. oui. Donc, de Mauritanie, je suis présidente de l'Association mauritanienne d'aide aux nécessités Aman, donc qui est dotée du statut de l'ECOSOC des Nations Unies. J'ai entendu tout ce que vous avez dit là, qui est d'un apport très important sur les droits des femmes en Afrique. Donc, ce qui fait que c'est modéré, vous avez tendu la main pour les hommes, même si c'est des droits que nous revendiquons. Et vous avez aussi fait le tour de la question, malgré le temps. Et j'ai voulu juste rectifier pour une co-citoyenne, la Mauritanienne qui a parlé, je ne sais pas si c'est Aminata Sow ou une autre, qui a dit qu'il n'y a pas de mère en Mauritanie femme. C'est vrai qu'il y a un recul, je voulais juste rectifier qu'il y a 2 femmes mères, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport aux 238 communes qui existent dans le pays. Et ça, je dirais aussi juste que en partie aussi, les femmes ne demandent pas, ne se présentent pas aux élections municipales. Elles préfèrent surtout le poste de maire. Ce n'est pas donné, mais il y a très peu de femmes qui le demandent. Les femmes demandent plus à être des députés. Et je rappelle aussi que grâce à la volonté, je sais que c'est la volonté du président de la République parce que c'est le parti de la majorité qui a atteint le plus, qui a fait le plus de députés et de députés femmes. Vous m'entendez? Oui. Allô? Donc, de députés femmes à l'issue des élections de cette année. Et surtout, qu'il y a des femmes qui sont sorties de députés dans des grandes régions qui sont généralement données et connues pour les hommes. Donc, ce n'est pas sur les listes nationales, c'est dans des régions où vous n'avez que des femmes. Par exemple, dans la région où je suis issue, il y a c'est une très grande région avec très peuplée et tout ça. Et d'habitude, c'est
c'est un terrain pour les hommes. Et cette femme, cette année, il n'y a pas d'hommes dans ce département, en tout cas, le plus grand département. Et donc, c'est pour juste dire qu'il y a 35% de la Chambre du Parlement qui sont des femmes, et que c'est juste un avantage, mais il faut, pas un avantage, c'est juste un progrès, une avancée, mais qu'il faut reconnaître les petites avancées pour qu'on puisse nous situer à savoir ce que nous attendons d'autres. Je suis très d'accord avec vous, et on le dit très peu quand vous dites qu'il faut que les femmes qui ont les capacités soient plutôt avantagées plus que les femmes qui n'ont pas de capacité. Et surtout dans les grandes villes ou pour occuper de grands postes. Parce que le fait de le donner à des femmes, il y a d'autres femmes qui peuvent le faire mieux. Et quand elles le font mieux, c'est bien pour les femmes, c'est beaucoup mieux pour les femmes et pour le développement du pays. Donc, sinon, voilà, je ne veux pas accaparer la parole, donc je vous remercie. OK? Merci. Merci Tout ton beaucoup, micro. madame. C'est OK. Mohamed. Donc, Madame Chantal, tout à l'heure, vous vouliez réagir, je pense bien. Allez-y, En allez-y. ce qui concerne cette dernière question, j'avais voulu apporter un complément d'information en disant que les femmes devraient non seulement se porter candidates, comme les sœurs l'ont dit, mais aussi électrices, parce que la plupart du temps, elles sont occupées à leur activité. Pouvez-vous un peu hausser la voix, Madame Chantal? Allô, vous m'entendez? J'étais en train de dire qu'elles doivent non seulement se porter candidates, mais également être électrices et alliées effectivement leur suffrage de autres postes. Se porter candidate à l'électorat, c'est-à-dire que les gens de cela se servent dans le poste de l'organisation. Et c'est pas automatique, les gens qui doivent réussir à citer les voix des femmes qui se sont portées candidates, soit des banques de place, il y a des choses. Et puis les femmes les disent, j'essaie de pouvoir avoir la sécurité du suffrage des femmes. Donc, c'était ça juste un complément d'information avant de passer à la phase du débat. Merci. Merci beaucoup, Madame Chantal, d'avoir vraiment apporté ces compléments sur la question qui touche carrément les approches à mettre en œuvre pour pouvoir encourager les femmes à embrasser carrément le processus décisionnel. Peut-être, je vais essayer de m'accentuer sur le point de l'audace de pouvoir candidater sur des postes carrément décisionnels. Si on prend l'exemple toujours d'ici au Sénégal, nous, la consultation qu'on a eu à faire en premier lieu pour aborder la question de la représentativité des jeunes, notamment des filles dans les instances de prise de décision, partant de la consultation qu'on a eu à faire, à vrai dire, nous nous sommes rendus compte que la réalité montre qu'ici au Sénégal, nous avons un sérieux problème. Et ce problème est surtout lié à l'accès à l'éducation depuis le bas âge, en fait. Parce que ces mêmes femmes-là que l'on veut qu'elles aient l'audace pour qu'elles se présentent à des postes ne sont pas soit bien outillées ou bien, entre guillemets, alphabétisées pour qu'elles puissent prétendre occuper des postes stratégiques au niveau de certaines instances. Donc, de là, on peut dire que le problème est assez profond et que c'est bien d'encourager ces femmes-là à candidater et autres, mais comme on l'a si bien dit, ou bien on l'a si bien souligné, il faudrait surtout insister sur le renforcement de capacité de ces femmes-là et espérer que peut-être avec cette même génération-là ou avec la génération à venir, que ces femmes puissent avoir tous les outils nécessaires, toutes les capacités nécessaires pour pouvoir vraiment tenir les rênes de certains postes
au niveau de certaines instances. Donc, je pense que ce point est important et je tenais vraiment à le souligner. Donc, je pense qu'il y a deux autres mains levées au niveau, comment dirais-je, de cette session. Donc, nous allons prendre la contribution aux questions de Madame Safié Memou. Oui, allez-y. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Et monsieur, excusez-moi, oui, allez-y. Anyway, j'espère que vous m'entendez. Hein? Très bien. Oui, on vous entend. D'accord, je voudrais avant tout propos vous féliciter pour cette session parce que il faudrait qu'on puisse multiplier ce genre d'activités et d'actions. Et comme je l'ai dit dans mon commentaire, il faudrait qu'on puisse trouver le meilleur canal pour pouvoir impliquer beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons pour qu'ils comprennent que la construction d'une nation, le développement d'une nation repose sur les épaules des deux genres, donc le genre féminin et le genre masculin. Je voudrais parler un peu rapidement de l'exemple du Togo, où nous avons Madame le Premier ministre qui est une dame, donc c'est la première fois dans l'histoire de ce pays, une présidente de l'Assemblée nationale, une ministre des Armées qui est une femme, même si elle a été remplacée il y a quelques semaines. C'est pour montrer également l'engagement politique des leaders ou des détenteurs de droits et obligations qui doivent démontrer qu'ils sont ouverts à ce que les femmes puissent participer. Et dans ce même sens-là, je veux parler d'un programme que Madame le Premier ministre, Madame Victoire Tomega Doubé a lancé au Togo, qui s'appelle le Programme d'excellence féminine en Afrique, PEFA, où les jeunes filles sont présélectionnées, elles candidatent et elles sont outillées dans tous les domaines de la vie en termes de gouvernance, de leadership, de management, etc., pour pouvoir être la relève d'aujourd'hui et de demain en même temps. Donc, on ne considère plus les jeunes filles comme la relève de demain, mais on les considère comme des partenaires incontournables pour pouvoir inverser les tendances pernicieuses. Et dans vos exposés, vous avez déjà démontré par A plus B que les femmes, lorsqu'elles ont des postes de responsabilité, elles arrivent à obtenir de très, très bons résultats. Et pour preuve, nous avons un ministère au Togo qui s'appelle le ministère du développement à la base, avec lequel j'ai eu la chance de travailler pendant de longues années. Il a organisé souvent des colonies de vacances pour des jeunes garçons et jeunes filles, les meilleurs aux examens. Ma foi, il faut avouer que ce sont des filles qui sont toujours les meilleures. Quand vous prenez les 20 meilleurs lauréats du Togo, par exemple, à l'examen du BPC, du probatoire, vous vous rendrez compte que les 15 premières personnes sont des filles. Ça veut dire que les filles ont des compétences. Il faut arriver à les valoriser. Et je termine en disant qu'il faudrait qu'on puisse changer les curricula, qu'on puisse changer les paradigmes depuis l'éducation. Et si nous le disons sur nos lèvres que l'éducation est la clé de tout changement et de tout développement, je pense que ce genre de débat, il faudrait que les responsables au niveau national de l'éducation commencent par revoir les paradigmes, commencent par décaler les codes, de sorte que nous puissions donner la main aux jeunes filles à pouvoir exceller dans tous les domaines dans lesquels elles désirent pouvoir exceller. Je suis M. Cécile Sophia Menou Yao, comme on l'a dit, je suis ambassadeur genre et développement et j'appuie au Togo l'organisation du Sommet national du leadership féminin où il s'agit de pouvoir mettre en valeur la jeune fille et démontrer que les filles ou les femmes sont capables de porter haut le flambeau de nos communautés et de nos nations. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que c'est important et que nous avons tout le temps besoin de sentir la présence d'un He4She ou bien des He4She à nos côtés pour pouvoir vraiment mener les mêmes luttes parce que, comme le disait Fatou Diom, donc lutter pour une cause ou bien lutter pour se libérer de quelque chose, ce n'est pas une lutte que l'on fait contre l'autre ou bien contre une couche bien spécifique, mais c'est une lutte que l'on fait vraiment pour aspirer à une certaine liberté, pour vraiment nous allier avec certaines couches et atteindre les objectifs que l'on se fixe.
Donc, je pense que c'est important. Nous allons essayer de prendre une toute dernière intervention parce qu'on est un peu pris par le temps. Peut-être les autres pourront réagir au niveau du chat box, mais on va prendre juste la réaction de Halimawi Fodi. Donc, les autres, vous pouvez éventuellement nous laisser des messages au niveau du chat box qui est ouvert. Allez-y, Halima. Halima, vous pouvez ouvrir votre micro. On ne vous entend pas. Halima, on ne vous entend pas. Je ne sais pas. Peut-être vous avez un problème. Peut-être on va essayer de prendre une autre réaction. Et Halima peut-être pourra nous laisser un message au niveau du chat box et éventuellement nous écrire aussi sur le mail du mouvement Nos Voix comptent. Donc, on va prendre peut-être la réaction de Thérèse. Thérèse Kouarou. Allez-y. Halima, vous pouvez nous écrire sur le chat box. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Merci pour cette initiative. Ma contribution est celle-ci. La lutte pour le genre concernant les hommes, il y en a deux sortes. Enfin, je parle des hommes, c'est-à-dire, il y a ceux qui ne comprennent pas, qui sont farouchement contre, c'est-à-dire, dès qu'ils entendent que c'est bon, ces gens-là promeuvent la femme, c'est des gens qui sont là pour l'épanouissement de la femme, pour amener leur femme à participer plus à la vie active, à la vie politique. Ils sont déjà braqués. Cette catégorie, généralement, n'est pas intellectuelle. Je ne dis pas systématiquement toujours. Eux, ils n'ont pas compris, en fait, la problématique du genre. Eux, ils voient la chose comme une lutte, comme si on voulait leur avis, leur place, comme si on voulait les surpasser ou les déloger. Et puis, il y a une catégorie, celle-ci que je juge un peu plus dangereuse, et elle appartient à la catégorie des hommes intellectuels. C'est-à-dire, eux, ils comprennent bien de quoi il s'agit, mais c'est une affaire d'ego. Hein, ils savent de quoi il s'agit, ils savent que ce n'est pas une lutte, mais ils n'entendent pas à collaborer avec une femme, ils n'entendent pas avoir une femme comme patron, ils n'entendent pas qu'une femme leur fasse mieux qu'eux. Hein. Je pense que cette catégorie influence beaucoup plus la masse qui ne comprend pas. Quand on va dans les milieux ruraux et qu'on explique bien, les hommes comprennent tout de suite. Il y en a même qui soutiennent leurs femmes à militer. Ça, c'était une contribution. Donc, s'il faut mettre une stratégie, il y aura cette stratégie pour expliquer à ceux qui n'ont pas compris que, en fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit qu'ils sont braqués. Mais il faudra aussi mettre une stratégie pour ceux qui ont compris, mais qui ne l'acceptent pas, parce que pour eux, c'est inconcevable. C'est des machos. Et concernant les stratégies à mettre en place pour que les femmes soient amenées à faire entendre leur voix, nous avons déjà suffisamment travaillé avec les adultes, avec les jeunes femmes. Je pense qu'il manque juste quelque chose que quelqu'un a déjà dit dedans, c'est l'éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, c'est-à-dire à tous les niveaux, que les garçons autant que les filles soient impliqués, qu'on élabore des programmes, même si on ne veut pas instaurer une matière là, dans le programme scolaire, qu'on ait un atelier, qu'on ait dans une semaine, enfin, quelques heures pour avoir ces échanges, que les hommes seront bien placés à cet âge-là, c'est-à-dire à ce jeune âge, l'homme ou le garçon qui va devenir un homme, comprend bien et voilà, en fait, c'est plus facile. Au fur et à mesure, on a une population
qui comprend déjà de quoi il s'agit, comme on l'a aujourd'hui en Europe. C'est vrai, là-bas aussi, on ne dit pas qu'il n'y a pas de discrimination, mais là-bas, les lois, tout le monde est égal du moins devant la loi. Je pense qu'il faut aussi que les efforts soient consentis au niveau un peu plus bas, c'est-à-dire à la base. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Thérèse Kouaro. C'est un point très important que vous avez souligné concernant la bonne compréhension vraiment de l'objectif de voir les femmes ou bien d'encourager les femmes à être présentes autant pour moi dans les instances décisionnelles. Bon, je pense que c'est un point qui a été bien pris en compte par nos chers panélistes et qu'on aura l'occasion de leur donner aussi la parole pour leur mot de la fin, car bien évidemment, nous arrivons vraiment à la fin de cette session, cette belle session vraiment d'échange, de discussion autour vraiment de la gouvernance révolutionnaire, entre guillemets. Moi, c'est ce que je sous-entends de ce thème-là. Donc, avant de donner la parole à nos chers panélistes pour qu'elles prononcent leur mot de la fin, je vais juste lire la réaction de Samy qui encourage ces genres d'initiatives-là et surtout l'intensification des échanges dans le cadre de la promotion des femmes. Pratiquement, les femmes ont une supériorité numérique. En cas de vote, les femmes représentent souvent une grande portion d'électrices. Donc, à son avis, il faut beaucoup plus conscientiser les femmes sur leur rôle à deux niveaux, en quittant carrément la théorie. Donc, au niveau politique, en s'engageant activement dans les partis politiques, comme l'a si bien souligné Madame Chantal, mais aussi au niveau de la société civile en exerçant des tâches de responsabilité. Donc, merci beaucoup, Samy, de nous avoir partagé votre perception vis-à-vis de ce point-là. Donc, comme je le disais tantôt, nous arrivons presque au terme de cet échange qui a été beaucoup même enrichissant du point de vue des perceptions qu'on a eu à recueillir, mais aussi du point de vue des contributions de nos chers participants et autres. Peut-être que je vais un peu, ou bien je vais donner l'occasion à nos chers panélistes. On va commencer par Madame Chantal. Madame Chantal, nous donnons la parole. Donc, quel est votre mot de la fin à la lumière de tout ce qui a été dit? Merci beaucoup, Fatou. Je pense que vous m'entendez.